Alors pour l'instant, en ce qui concerne le comportement des consommateurs, eh bien, nous allons mettre en évidence les 4 éléments essentiels pour l'équilibre du consommateur, les 4 variables qui vont être prises en compte pour déterminer l'équilibre du consommateur. Nous parlerons particulièrement, dans ces 4 éléments, de la contrainte budgétaire et des préférences du consommateur. Alors, voyons maintenant, on se recentre sur l'analyse de notre consommateur. Alors, voyons les 4 éléments nécessaires à son équilibre au consommateur. Alors, il s'agit d'une part de ressources monétaires, son budget, son revenu, et on a dit que ça jouait comme une contrainte. Un système de prix, c'est-à-dire qu'il doit avoir la connaissance des prix des différents produits, autrement il ne pourra pas exprimer ses choix. On doit avoir aussi des goûts et des préférences personnelles, c'est-à-dire que le consommateur doit être capable de placer sur une échelle d'utilité, par ordre décroissant par exemple, les différents biens auxquels il peut accéder. Donc le consommateur connaît l'utilité des différents biens qu'il peut acheter. Et enfin, le consommateur, pour pouvoir être à l'équilibre, a besoin d'une parfaite information. Information évidemment sur le prix, mais aussi information sur les caractéristiques des produits. Alors, dans la théorie néoclassique, toute l'information nécessaire sur un produit est réputée se trouver dans son prix. Ainsi, le consommateur, intuitivement, pour 2 produits comparables, quand le prix d'un des 2 produits est beaucoup plus élevé, il en déduira que ce produit est de meilleure qualité ou plus sophistiqué technologiquement. Donc, toute l'information dont a besoin le consommateur doit être contenue dans le prix du bien qu'il peut acheter. Alors, on revient maintenant à l'intérieur de ces 4 variables. On revient maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire la contrainte budgétaire pour une part et d'autre part les préférences du consommateur. Alors, en ce qui concerne la contrainte budgétaire, eh bien, la contrainte budgétaire, elle exprime finalement les ressources du consommateur, mais aussi, quelque part, les prix des biens. Alors, le consommateur, on l'a dit, il est contraint par son revenu, puisque son revenu, effectivement, est limité. Mais, en fait, son revenu réel, ce que l'on appelle le pouvoir d'achat, il ne dépend pas uniquement des unités monétaires qu'il perçoit à titre de rémunération, il va dépendre aussi du prix des biens. Donc, on ne peut pas considérer la contrainte de budget du consommateur sans considérer le prix des biens qui sont à acheter. Puisque le niveau de ces prix déterminera le revenu réel du consommateur, c'est-à-dire ce que l'on appelle le pouvoir d'achat. Alors, cette contrainte budgétaire, eh bien, elle va encadrer les choix de notre consommateur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir se permettre parce que ses ressources monétaires sont insuffisantes. Donc ça délimite le choix des combinaisons de consommation possibles. Quels sont les choix que le consommateur doit faire? D'abord, il doit se décider pour savoir quel type de besoin, quel type de bien il va acheter. Donc c'est en rapport avec les besoins et la priorité des besoins à satisfaire, bien évidemment. Et puis aussi, deuxième question sous-jacente, au-delà de quel type de bien, quelle quantité de bien consommer. Et tout ça avec quelle priorité. Donc voilà l'ensemble des questions que se pose un consommateur pour arriver à déterminer la structure de sa consommation et obtenir la plus grande satisfaction avec son revenu. Donc, vous l'aurez bien compris, les réponses qui vont être apportées aux questions quel produit, en quelle quantité et avec quelle priorité, eh bien, dépendent évidemment de la structure des besoins, c'est-à-dire finalement des préférences des consommateurs. Alors, sur cette contrainte budgétaire, on peut donner un exemple qui permet toujours de mieux comprendre ce dont il est question. Alors, on prend un budget
totalement artificielle de consommateur de 10 euros, hein, et on prend comme hypothèse que le consommateur ne peut pas épargner. Il n'a pas de choix, il est dans l'obligation de consommer la totalité de son budget. C'est une hypothèse simplificatrice. Et que son budget, il va pouvoir le dépenser dans deux types de consommation différentes. Le vin, qui est à un prix de 2 euros le litre, et le pain, qui est vendu 1 euro la baguette. Donc voilà, on est dans un problème très très simple de consommateur qui va devoir arbitrer entre une quantité de vin et une quantité de pain. Alors quel est l'ensemble des combinaisons de consommation en fonction du budget de mon consommateur? Eh bien c'est très très simple, elle s'est exposée dans le tableau qui suit. Donc soit le consommateur n'achète que du pain, je vous rappelle que la baguette coûte 1 euro, et donc comme il est supposé dépenser tout son revenu, eh bien, soit 10 euros, il va s'acheter 10 baguettes de pain. Mais ce faisant, comme il aura consommé tout son budget, il n'achètera pas donc de vin, puisqu'il aura tout épuisé sur le pain. De l'autre côté, à l'inverse, notre consommateur peut n'acheter que du vin et ne pas acheter de pain. Et donc, dans ces cas-là, comme le litre de vin est à 2 euros, qu'il dispose d'un revenu de 10 euros, il va s'acheter 5 litres de vin et 0 baguette de pain, puisqu'il n'y a plus de monnaie pour financer le pain. Plus toutes les combinaisons intermédiaires. Donc, par exemple, il va s'acheter 2 litres de vin, soit 4 euros, et il va lui rester 6 euros, soit 6 baguettes, pour consommer la totalité de son budget. Donc voilà ce que va exprimer la droite de budget. Elle va exprimer comment, en fonction du revenu du consommateur et du prix de deux biens, eh bien, quelles sont les combinaisons possibles de consommation entre ces deux biens. Vous avez toutes les possibilités donc, qui sont exprimées sur cette droite de budget. Donc on représente mon tableau par cette droite. Hein, on a bien 10 baguettes à 1 euro, ce qui représente la totalité du budget consommé, et on a bien 5 litres de vin de l'autre côté, soit 10 euros, puisque le litre de vin coûte 2 euros, qui est l'autre possibilité si on ne veut pas consommer de pain. Et en intermédiaire, vous avez toutes les combinaisons mixtes vin-pain. Donc toutes les possibilités de notre consommateur sont inscrites sur cette droite de budget. Alors, l'interprétation, ensemble des combinaisons possibles entre deux biens. On est d'accord? C'est ce que je viens de vous dire. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si on se situe dans le plan en dessous de la droite de budget, eh bien, tout le budget n'est pas utilisé. On a pris comme hypothèse tout à l'heure que notre consommateur dépensait la totalité de son revenu. Donc, on ne pourra pas se situer en dessous de la droite de budget. De la même manière, si on passe au-dessus de la droite de budget, si on trace un point dans le plan au-dessus de la droite de budget, eh bien, en fait, c'est un point que le consommateur, normalement, ne peut pas atteindre, parce que les consommations à laquelle ce point correspond, eh bien, sont supérieures à son budget. Alors, par hypothèse simplificatrice, évidemment, on n'a pas retenu l'idée que le consommateur pouvait financer sa consommation par un revenu antérieur, donc un revenu épargné. Donc un consommateur qui a un budget de 10 peut consommer 12 parce qu'il a sorti 2 de son épargne antérieure. Ou bien, autre hypothèse qui est très crédible dans le monde contemporain, le consommateur qui avait 10 de budget va consommer 15 parce qu'il va prendre un crédit à la consommation. Hein, donc, ces hypothèses existent, ces situations existent. Là aussi, par souci de simplification, on dit voilà, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de crédit, tout le budget est consommé. Mais encore une fois, c'est par souci de simplification. Alors, autre point important dans la droite de budget, c'est la pente de la droite. En fait, la pente de la droite, elle va exprimer ce que l'on appelle le sacrifice du consommateur. C'est-à-dire que à chaque point de la droite, eh bien,
la pente montre à quelle quantité d'un des deux biens le consommateur doit renoncer pour avoir une unité supplémentaire de l'autre bien. Et donc, évidemment, en fonction de son besoin, en fonction de la quantité de biens déjà achetés, ce sacrifice va être plus ou moins grand. Ce qui suppose que dans la réalité, eh bien, vous avez des pentes qui sont extrêmement variables en fonction des droites de budget. Mais retenez bien ça, c'est que la pente de la droite de budget montre de combien d'unités finalement un consommateur doit renoncer pour un bien X s'il veut se procurer une unité supplémentaire du bien Y. Alors voyons maintenant la dernière variable à prendre en compte, le dernier élément, c'est-à-dire les préférences du consommateur. Donc je vous rappelle que les combinaisons possibles de consommation entre deux biens sont en fonction du budget et du prix des deux biens. C'est ce qu'on vient de voir. Le choix d'une combinaison particulière, pain-vin, association de pain-vin dans notre exemple, eh bien, va dépendre de ses préférences. Ce sont deux choses différentes. C'est les possibilités théoriques par rapport à un budget et par rapport au prix fixé de deux biens. Et ensuite, ce que le consommateur va faire. Et ce que le consommateur va faire, c'est aussi en fonction de ses goûts, de ses préférences, de ses besoins. C'est l'utilité qui va mesurer les préférences du consommateur rationnel. Ce qui suppose que ce consommateur soit en partie capable de mesurer, de donner une valeur à l'utilité de consommer un bien ou un autre bien. Alors on distingue l'utilité ordinale et l'utilité cardinale. Alors en fait, l'utilité cardinale, c'est donner une valeur, c'est de dire voilà, la consommation d'un verre de vin, ça me procure 10 d'utilité, et la consommation d'un verre de jus d'orange me donne 15 d'utilité. C'est donc d'être capable de donner un chiffre, une valeur à l'utilité de la consommation d'un bien. Ce qui évidemment est extrêmement difficile, surtout quand on sait que l'utilité, elle va varier en fonction du temps. Là, dans mon exemple, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai pas soif, à quelle heure de la journée on se situe. Donc, vous comprenez bien que tous ces paramètres font que, finalement, on est dans l'incapacité de mesurer aussi précisément l'utilité d'un bien. Donc, il suffit, et c'est le raisonnement néoclassique antérieur qui va le démontrer, il suffit que le consommateur soit capable de dire « j'ai d'abord besoin de ça, ça c'est plus utile que ça, qui est plus utile que ça ». Donc, de donner une échelle de préférence sans donner une mesure de l'utilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité ordinale, c'est-à-dire je suis capable de classer mes biens en fonction de leur utilité. Et ça suffit donc pour pouvoir tenir le raisonnement. Autre chose que vous devez savoir sur l'utilité, c'est le concept associé d'utilité marginale d'un bien. Qu'est-ce que l'utilité marginale ? Eh bien, littéralement, ça se définit comme l'utilité procurée par la dernière unité de bien consommé. Autrement dit, on considère que l'utilité marginale, généralement, est décroissante, c'est-à-dire que plus on va consommer d'un bien, et moins il sera utile pour nous. C'est facile à voir. Vous prenez un verre d'eau, quand vous avez soif, le premier verre d'eau est très utile, le deuxième verre d'eau est utile parce que vous n'avez pas encore étanché votre soif, et puis, en fonction de qui vous êtes, au troisième ou au quatrième, vous êtes saturé, et le verre d'eau supplémentaire n'a plus aucune utilité. C'est donc ce qu'exprime cette expression, l'utilité marginale d'un bien est décroissante. Au fur et à mesure que le besoin est satisfait, en quelque sorte, l'utilité du bien qui correspond à la satisfaction de ce besoin décroît. Alors, la satisfaction du besoin donc fait baisser l'utilité du bien. Alors finalement, les préférences du consommateur, elles vont pouvoir se représenter par ce qu'on appelle des courbes d'indifférence. Donc je vous rappelle tout à l'heure la représentation qu'on a proposée. Les contraintes, la contrainte budgétaire en fonction du prix des biens,
s'exprime par des droites de budget, et là, les préférences du consommateur vont s'exprimer par des courbes d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence, sa définition est la suivante. Elle représente toutes les combinaisons de deux biens qui procurent un même niveau d'utilité. Donc ce qui va varier, c'est les quantités des biens, mais que l'utilité globale de la consommation sur chacun des points de la courbe d'indifférence est identique. Sa forme va dépendre du taux marginal de substitution, et le taux marginal de substitution, c'est finalement pour renoncer à une unité du bien A, combien vais-je obtenir d'unités supplémentaires du bien B. C'est ça, en fait, le taux marginal de substitution. Alors, on peut le représenter, bien évidemment, comme on l'a représenté tout à l'heure, la droite de budget. Alors, on peut la représenter, mais c'est une représentation qui restera formelle. Pourquoi ? Il existe une courbe d'indifférence pour chaque niveau d'utilité. Donc, dans un plan, où on va représenter mes courbes d'indifférence, en fait, il y a une infinité de courbes d'indifférence. Tout le plan est un ensemble de courbes d'indifférence. Alors voilà à quoi ressemble une courbe d'indifférence d'une manière générale. Alors, sa forme exacte, elle dépend du taux marginal de substitution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous prenez le pain et le vin, et donc là vous avez sur ce segment bleu de courbe, eh bien vous avez des combinaisons différentes, une certaine quantité de vin, une certaine quantité de pain, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces combinaisons ? Eh bien, elles apportent le même niveau de satisfaction à l'individu. Elles correspondent à la même utilité pour lui. Donc, il est complètement indifférent, notre consommateur, à où il peut se situer sur cette courbe, puisque tout va lui procurer, toutes les combinaisons vont lui procurer la même satisfaction. Il est donc indifférent. Indifférent au choix particulier d'une combinaison qui se tient sur cette courbe. Alors, il existe des courbes d'indifférence particulières en fonction de la nature du bien. Donc, celle que je vous ai montrée, c'est la représentation standard d'une courbe d'indifférence, si vous voulez, et qui fonctionne. C'est la représentation qui est admise pour l'essentiel des biens. Mais il existe des biens très particuliers, 2 à 2, qui sont les biens complémentaires et qui sont les biens substituables. Et ces biens complémentaires, ces biens substituables, vont donner lieu à des courbes d'indifférence particulières. Alors, si on prend, en considérant bien évidemment que la confiture est un bien complémentaire de la biscotte, autrement dit qu'on ne peut pas déjeuner simplement avec le pot de confiture, ou simplement avec de la biscotte sans rien dessus. Donc si on admet ce postulat de la complémentarité entre la biscotte et la confiture, eh bien on a une courbe d'indifférence qui prend cette allure-là. Qui signifie quoi ? Qu'à un certain niveau de confiture correspond un certain nombre de biscottes. Si j'ai 10 grammes de confiture, je vais pouvoir tartiner 3 biscottes. Mais si je fais augmenter mon nombre de biscottes, ça ne m'apporte pas de satisfaction supplémentaire. Pourquoi ? Parce que je ne pourrai pas les manger, parce que je n'ai plus de confiture à tartiner dessus. Donc je suis totalement indifférent à l'augmentation de ma quantité de biscottes. Je me situe donc sur le schéma ici. J'ai ce niveau de confiture, et avec ce niveau de confiture, eh bien, je suis indifférent à avoir plus de biscottes. Je n'ai pas plus de satisfaction d'avoir plus de biscottes parce que je ne pourrai pas les utiliser, je n'ai pas assez de confiture. Et dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Je suis indifférent à l'augmentation de la consommation de confiture. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de biscottes pour tartiner ma confiture. Et donc, je n'aurai pas d'usage de cette consommation. Donc on voit la nature particulière de la courbe d'indifférence quand deux biens sont strictement complémentaires. Là, ils seraient strictement complémentaires. Et puis vous avez le cas des biens parfaitement substituables. Et là, c'est représenté un peu comme sous la forme d'une droite de budget, où un consommateur
je m'excuse auprès des amateurs de vin. Hein, je pense que les amateurs de vin font la distinction entre un Bourgogne et un Bordeaux et que c'est jamais substituable. Hein, mais on va considérer qu'effectivement, ce sont deux grands vins de grande qualité et que un profane peut être également tenté par les deux et peut considérer que les deux bouteilles sont totalement substituables. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, le consommateur est indifférent, en fait, à avoir que du Bourgogne ou que du Bordeaux. Donc, il peut avoir toutes les combinaisons de vins, et en fait, il sera également satisfait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que la représentation de la courbe d'indifférence de deux biens complémentaires, c'est finalement deux segments à angle droit. Vous voyez que là, c'est un segment de droite avec une pente unique, en ce qui concerne les biens parfaitement substituables. Et je vous ai dit que le cas le plus fréquent, eh bien, c'était une courbe de cette forme-là, et que finalement, si vous réfléchissez bien, c'est un peu un compromis entre la représentation des biens substituables et la représentation des biens complémentaires. Et donc la majorité des biens peuvent se représenter sur des courbes d'indifférence, comme je vous l'ai montré tout à l'heure.